toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab pour une journée un petit peu particulière. Aujourd'hui, les Master 1 et Master 2 en Histoire Journalisme de l'Université catholique de Lille se sont associés pour vous proposer une journée transmédia entre le plateau télé et le studio radio. Au programme de cette journée, 6 heures en direct non-stop, des chroniques, des reportages, des invités, mais aussi les coulisses de cet événement. Et on commence tout de suite cette journée, direction la radio. On fait le récap de l'actualité avec Clara. Radio UC Lille, les infos. Hier, en fin de journée, le chef de l'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a demandé de déclarer le président Abdelaziz Bouteflika inapte à exercer ses fonctions en l'application de l'article 102 de la Constitution. Le Parlement européen a donné hier son accord pour la fin du changement d'heure en 2021. Adopté à 410 voix pour et 192 contre, les députés vont maintenant laisser individuellement les pays européens choisir entre l'heure d'hiver et l'heure d'été. Cette nuit, un Boeing 737 MAX en direction de la Floride a été contraint d'atterrir en urgence en raison d'un problème de moteur. Aucun voyageur n'était à bord de l'appareil qui devait être envoyé à Victorville en Californie pour y être parqué. Rappelons que la FAA a cloué au sol le 13 mars dernier toute la flotte des 737 MAX après 2 accidents meurtriers. En France maintenant, c'est aujourd'hui que l'Assemblée vote le projet de loi de réforme de la fonction publique. Ce projet de loi s'inscrit dans l'objectif de suppression des 120 000 postes de fonctionnaires d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Critiqué par les syndicats, le gouvernement doit pour leur présenter le projet lors du Conseil des ministres de ce matin. L'association Anticorps a déposé une nouvelle plainte contre Alexis Keller dans le cadre de l'enquête des soupçons sur les conflits d'intérêts entre des postes de fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur italo-suisse MSC. Cette plainte est la 3e déposée par l'association. Hier, La République En Marche a annoncé sa liste pour les européennes. Parmi les 30 têtes, on retrouve la ministre Nathalie Loiseau qui a annoncé sa démission, l'écologiste Pascal Canfin ou encore la directrice de la Maison de l'Europe à Rennes, Marie-Pierre Verden. À Lille maintenant, très attendu dans le Nord ce week-end, c'est le Video Mapping Festival. Il s'ouvre vendredi 29 mars. Comme l'an dernier, un parcours dans la ville y est proposé avec des démonstrations de mapping sur les façades des monuments, mais aussi des animations interactives et d'autres surprises. De rendez-vous de 20h30 à 1h du matin, vendredi et samedi, comptez environ 3,5 km pour réaliser le parcours. Et la Student Shopping Night fait son retour ce jeudi. Les étudiants de la métropole vont pouvoir bénéficier de réductions jusqu'à 30% à la boutique Lévis rue de Béthune. Des réductions exclusives à retrouver de 18h à 21h. Clara pour ce récap de l'information. Nouvelle actualité à suivre dans un peu moins d'1 heure. Vous n'avez pas pu passer à côté. La semaine dernière, l'Université catholique de Lille organisait sa nuit du campus créatif, un événement culturel étudiant qui proposait de nombreuses animations aux thématiques artistiques et parmi elles, la photographie. Oscar Lippert et Comme Dubois ont voulu découvrir le secret des images. À l'occasion de la nuit du campus créatif, un concours photo sur le thème « Mes rêves de quand j'étais petit » était organisé dans l'impressionnante Aula Maxime. Les principaux concernés étaient les étudiants de la Cato. Alors j'ai vu cette annonce sur Facebook, j'ai vu l'affiche également en face de la salle des actes. Et pour faire ma photo, je me suis déplacé à Lefrancouc, c'est une ville à côté de Dunkerque. Et sur la plage de Lefrancouc, il y a un blocos de verre. Et on voulait jouer sur les pirates en général, avec la mer, avec les bateaux. J'étais avec Alison, une autre camarade de ma promo. Et elle m'a pris en photo, j'avais les pieds dans l'eau. Et ça se fait comme ça, j'étais déguisé en pirate. C'était une petite expérience à faire et c'était cool. Beau joueur, Thibaut évoque avec nous la photo de la gagnante. La gagnante, j'ai trouvé que c'était une belle photo. Danseuse classique, parfait. Ça remplissait le thème, c'était parfait. Et mes félicitations. Quelques minutes après avoir été désignée lauréate du concours photo, Marie s'est confiée à notre micro pour sa première réaction. Je suis très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout et les autres photos étaient aussi super réussies, du coup je ne m'attendais pas du tout à gagner. Ça fait à peu près 3 ans que je me suis passionnée pour la photographie. C'est venu comme ça, je n'ai pas d'histoire. J'ai fait de la danse pendant longtemps et
C'était mon rêve de devenir danseuse et tout ça. Du coup, ça m'est venu tout naturellement. Je me suis dit que j'allais faire une ombre portée sur le mur. Après, ça a produit ça. En dépit de leur tardive, le public avait répondu présent. Animateur de la Aula Maxima au cours de la soirée, Louis Nam nous a donné son avis. Je trouve que les prix qui ont été décernés n'ont pas vraiment... je pense pas que c'était les bonnes personnes. Hein. Moi j'ai préféré la photo d'Alison quand même qui était vraiment bien et la photo de Thibaut aussi qui était vraiment excellente. Outre la remise des prix, la nuit du campus créatif était l'occasion de voir une multitude d'artistes. Nul doute que nos photographes en herbe auront d'autres occasions de nous montrer leur talent. À l'occasion de la nuit du campus créatif, un concours photo sur le... Et Com est avec nous sur le plateau du Media Lab. Bonjour Com. Salut Victor. Alors comment justement s'est un petit peu déroulé ce concours? Alors ce concours était ouvert à tous les étudiants de la Cato. Il y avait un thème qui a été imposé, c'est mes rêves de quand j'étais petit. Et les étudiants avaient 9 jours pour prendre leurs photos, donc entre le 2 et le 11 mars. Et le jury a ensuite voté pour son œuvre préférée avant de remettre des prix lors de cette cérémonie qui a débuté vers 22h jeudi dernier. Donc ça allait bien en plus avec la thématique de la soirée. Quoi. Exactement, le fabuleux voyage de Alice Montpoussin. Et quelles étaient un peu les contraintes ou au moins les conditions imposées aux participants pour montrer leurs œuvres? Alors déjà, comme j'ai dit, il y avait un thème qui était fixe et imposé, c'était mes rêves de quand j'étais petit. Il y avait un format de photo aussi à rendre en format papier, donc c'était du 18 x 24 cm. Et surtout, il fallait faire preuve d'une grande originalité dans la matière et dans la manière de traiter le thème. Et est-ce que c'est à cause, en tout cas, ou est-ce que ça a joué un petit peu ces contraintes par rapport au peu de participants qu'il y a eu au concours? Alors oui et non, en effet, il n'y a eu que 8 concurrents pour 3 prix. Donc je ne vous cache pas que les photographes avaient une chance sur 3 de gagner, donc j'étais plutôt content. Les étudiants de la Cato ne se sont pas trop intéressés à ce concours, mais ce n'est pas de leur faute. La com n'a pas été extraordinaire en interne. C'était beaucoup de bouche à oreille et très peu de visibilité. Il y avait quelques affiches dispersées et un événement Facebook, mais qui a été très peu suivi. Donc les étudiants n'ont en fait pas été trop au courant de ce concours. Oui, parce qu'en plus, il y avait d'autres activités, d'autres événements au cœur même de l'événement lui-même et qui ont été un petit peu plus mis en avant. Exactement. Et quel était le profil justement des participants, adeptes de la photographie, passionnés, professionnels, amateurs? Dites-nous tout. Alors, donc pour la plupart, c'était leur premier concours photo. Ils n'avaient jamais participé à une autre compétition par rapport à la photo. Ils étaient âgés à peu près de 18 à 24 ans et ils n'étaient pas forcément dans des formations en rapport avec la photo. Leur point commun à tous, c'était qu'ils partageaient cette passion depuis l'enfance. Et donc, ils ont tous joué le jeu et les photos étaient très réussies. Et parmi eux, Thibaut, notre camarade qu'on retrouvera tout à l'heure dans les coulisses de cette journée transmédia. Merci Com. Merci Victor. On vous retrouve tout à l'heure pour une chronique en radio. Qui dit mercredi justement dit sortie ciné, retour en radio. Clara vous fait sa sélection long métrage à voir dans vos salles obscures. Radio UC Lille. Today Cinéma. Et oui, pour ceux qui sont habitués à ma douce voix mélodieuse sur les ondes de la radio UC Lille, tous les mercredis matins, vous savez que c'est mon job de m'occuper des sorties ciné. Alors on commence tout de suite avec C'est ça l'amour. Ce drame français nous raconte l'histoire de Mario et ses 2 filles. Sa femme est partie et puis il doit élever seul ses 2 enfants. Frida, 14 ans, ne tarde pas à lui reprocher le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve elle d'indépendance. Et Mario, quant à lui, attend toujours le retour de sa dulcinée. C'est un film touchant qui dépeint l'abandon en quelque sorte et comment cela est vécu par les proches qui en sont victimes. C'est le film américain de la semaine, j'ai nommé Gentleman Cambrioleur. L'histoire, c'est celle de Brian Reader, un célèbre voleur dans sa jeunesse, mais veuf, âgé de 77 ans, qui réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter un bricolage sans précédent à la salle des coffres de la société Hatton Garden Safe Deposit. Cette comédie vous réunit un casting assez troisième âge, mais 100% prometteur, avec comme star principale Michael Caine. Rire et bon moment garantis. Je vous propose d'en écouter un extrait. Petit souci apparemment, on écoutera peut-être cet extrait un peu plus tard. On continue avec le biopic Compañeros que vous retrouverez aussi dans vos salles obscures. Le film vous plonge en 1973 en Uruguay alors que le pays vient de basculer en pleine dictature. 3 opposants politiques sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans des petites cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou même de dormir. Alors pour les amateurs d'aventure, de drame et de frissons, c'est le film qu'il vous faut.
Il est attendu par beaucoup, c'est le film d'animation Dumbo signé Tim Burton qui sort enfin dans vos cinémas. Alors l'histoire, on la connaît tous, mais je vous propose un synopsis un peu différent. Alors les enfants de Holt Farrier, un ex-artiste de cirque chargé de s'occuper d'un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, mais ces enfants découvrent que ce dernier s'est volé. Alors au casting, on retrouve Colin Farrell, Danny DeVito et Michael Keaton. Je vous souhaite de bons visionnages et allez tous dans vos salles de ciné. On retrouve maintenant Nina et Thibaut en coulisses, alors où est-ce que vous nous emmenez ? Du Media Lab. Tout de suite, on est dans le studio radio avec Julien Castagnoli, professeur de radio de notre master de journalisme, qui s'occupe donc de la régie. Bonjour Monsieur Castagnoli. Bonjour. Alors, comment ça se passe une émission de radio au Media Lab ? Une émission de radio Media Lab, c'est d'abord de la préparation. Les étudiants qui sont amenés effectivement à préparer leur contenu chaque semaine pour l'émission. Donc beaucoup de préparation, de la recherche d'informations, de la création aussi de contenu, mais également organisation de l'émission avec un conducteur, puis ensuite la production en direct à la radio chaque semaine. Ok, très bien. Et est-ce que les étudiants ont l'occasion de participer à la régie aussi ? Oui, parce que ça leur permet effectivement d'avoir une vue complètement globale sur ce que peut être une émission de radio, comment ça s'organise. C'est pas le tout d'imaginer un conducteur, mais pour bien l'imaginer, encore faut-il comprendre comment tout cela fonctionne. C'est pour ça qu'il y a un enseignement spécifique qui est proposé pour la réalisation également. Très bien. Et combien d'émissions sont organisées par semaine pour les Masters 1 et 2 de journalisme ? Eh bien, il y a 3 heures d'antenne en Master 2 et 2 heures en Master 1, donc 5 heures en direct chaque semaine durant toute l'année. Donc ça fait à peu près 60 heures par semestre de radio. Ok, très bien. Et ben, on va pouvoir redonner l'antenne à Clara, qui est dans le studio télé juste en bas. Mais tout de suite, vous pouvez voir Clara en studio radio, et Victoire, qui est dans le studio télé en bas. Excusez-moi. Merci Nina et Thibaut. On vous retrouve tout à l'heure pour une autre partie des coulisses qu'on vous fait découvrir tout au long de cette journée transmédia. C'est l'un des événements culturels majeurs de la région. L'île 3000 revient dans pile un mois pour une nouvelle saison culturelle. Et cette année, c'est le Mexique qui est mis à l'honneur autour du mythe de l'Eldorado. Et pour nous en parler, Charles Bondiot et Alexandre Taté sont nos invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau aujourd'hui. L'événement, en tout cas la parade d'ouverture, c'est dans tout pile un mois. Déjà, j'ai envie de vous demander comment vous vous sentez justement à un mois de l'échéance. L'échéance approche, on a encore beaucoup de travail à faire. Mais les artistes, tous les participants commencent à être très actifs avec les différents castings et les différentes répétitions. Donc ça avance bien et tout sera prêt pour le 27 avril. Ouais. Tout se met en place, ouais. Ouais, j'ai vu une photo passer comme quoi il y a eu une grosse réunion avec tous les artistes là qui sont arrivés avec vos équipes collaboratrices, etc. Pourquoi vous avez choisi cette année de mettre en avant le Mexique et toute son histoire, en tout cas tout son mythe ? Mais alors, pour resituer un peu, l'île 3000, continuité de l'île 2004, on organise tous les 2-3 ans des grandes éditions, des éditions thématiques. Et autour d'un thème, on essaie de fédérer les associations, les structures culturelles, les musées et toutes les forces vives de l'île, de la métropole, de la région. Autour de cette année, le thème de l'Eldorado, donc il fait référence à l'Eldorado évidemment d'Amérique latine, et également ce qui fait écho dans l'actualité aujourd'hui. Donc c'est l'idée de la conquête, les mythes, les illusions perdues ou retrouvées, la ruée vers l'or, enfin voilà, tous ces sujets. Et dans un mois, c'est la parade d'ouverture qui marque le lancement de 6 mois de programmation, du 27 avril au 1er décembre. Voilà. C'est très très long en tout cas, vous faites quasiment toutes les saisons pour le coup culturelles. Justement, donc il y a une partie très historique avec la ruée vers l'or, etc. Vous venez de parler de l'actualité. Est-ce que vous en inspirez un petit peu aussi ? Ça tombe toujours à la dernière minute en tout cas. Est-ce que vous en inspirez peut-être ? Oui, exactement, avec 2 expositions majeures un peu sur des sujets plus dur, comme une exposition à la Maison Folie Oisem sur la frontière mexico-américaine. Forcément, on est totalement dans le thème. Ouais. Et l'Eldorado qui sera traité, une sorte de concentré d'Eldorado au Tripostal avec Eldorama, donc avec les mythes, la conquête, la ruée vers l'or.
qui ouvre le 27 avril. Ouais. Et justement, comment vous allez essayer de représenter le plus fidèlement possible aux spectateurs, aux Lillois, même aux touristes qui vont venir pendant cette saison, le mythe de l'Eldorado au sein de cette nouvelle saison culturelle, comment le représenter le plus fidèlement? Chacun se l'approprie un peu comme il l'entend. C'est un sujet qui est énormément traité par de nombreux artistes, donc c'est ça qui sera mis en avant. Et puis ensuite, c'est une manière de s'interroger pour le spectateur, pour le public, sur les Eldorado contemporains, les Eldorado personnels, les Eldorado collectifs aussi. Il y a un sujet très sociétal là-dedans. Quels sont les Eldorado d'aujourd'hui? On ira vers l'or vert, par exemple, qui est un sujet majeur. On ira vers la conquête spatiale aussi. On fête les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune en juillet. Donc ça sera une manière d'aborder cette dimension-là. Donc c'est une thématique plus globale, mais avec plein de sous-entendus. Qui est repris, qui est ensuite interprété par nos partenaires comme ils l'entendent, et aussi pour que le public s'interroge sur ses pratiques, sur ses habitudes, sur sa manière de penser. Ouais. Et donc avec vous, vous avez de multiples collaborateurs, et heureusement parce que c'est une très grosse structure. Vous avez notamment le Ballet du Nord pour tout ce qui est chorégraphique lors de justement la parade d'ouverture. La société Artpoint M, qui est une société d'événementiel connue. Un collectif plutôt artistique. À l'origine. Qui est connu dans le Nord, qui a déjà réalisé de nombreux événements, dont le Name Festival par exemple, qui avait déjà collaboré, je crois, avec l'île 3000. Oui, c'est des partenaires de longue date, Artpoint M. Donc, et pourquoi vous réitérez l'expérience avec eux alors? Alors, le lancement d'Eldorado, c'est le 27 avril, et le 27 avril, c'est la parade d'ouverture. Et pour qui dit parade d'ouverture, dit char, dit musique, dit costume. On connaît bien ça dans le Nord, nous, les grandes fêtes en extérieur. Et c'est vrai que Artpoint a été un peu choisi pour driver ça avec de nombreux autres partenaires, mais pour orchestrer un peu au niveau artistique le projet. Et donc le lancement se fait le 27 avril avec des participants qui sont invités à des castings. Je vais laisser un peu Alexandre. Il y a le CCN également, le CCN de Roubaix, le Ballet du Nord, qui va organiser 3 castings, c'est les 3 dimanches qui viennent. Donc ça sera devant le parvis du CCN. Et donc il n'y a pas d'inscription préalable forcément, vous pouvez vous inscrire, ce sera plus simple. Mais vous pouvez, casting sauvage, vous y allez, ils vous apprendront la chorégraphie, ils vous expliqueront le projet. Donc c'est les 3 dimanches qui viennent. Il y a également le Tirlen qui est aussi partenaire de la parade. La compagnie du Tirlen, elle organise une réunion d'information le mercredi 3 avril à 18h dans leurs locaux. Donc comme ça, on peut être sélectionné pour participer à la parade d'ouverture. Oui, pour être au cœur vraiment de la parade. Oui, pour le coup. Pour défiler, ouais, pour défiler. Et justement, comment vous, parce que l'île 3000, c'est l'organisme qui porte le projet véritablement, qui l'a construit en tout cas, comment vous coordonnez justement un petit peu tous ces collaborateurs qui travaillent avec vous, et quelles sont les missions globalement de chacun? J'imagine que le Ballet du Nord, c'est plus la musique, la chorégraphie également, avec les harmonies aussi, j'ai vu qu'ils travaillent avec vous. Les harmonies de toute la région qui vont venir défiler pour la parade, jouer de la musique. Et il y aura aussi des concerts dès 15h, un peu partout dans l'île, dans le centre. Et les harmonies répéteront justement pour après pouvoir défiler lors de la parade. Et donc justement, comment vous arrivez, ou en tout cas essayez pour l'instant lors de vos répétitions, à coordonner tout ce monde, parce que ça fait des grosses équipes, une grosse structure pour la parade. Comment on coordonne un peu tout ça? Alors, c'est un événement comme celui-ci, c'est 2 ans de préparation. 2 ans, oui. Avec un thème qui est donné. Ensuite, on invite les partenaires à s'inscrire dedans. On les rencontre, c'est plusieurs réunions, plusieurs points. Ensuite, on avance un peu. Et puis, plus l'événement approche, plus on les voit souvent, plus on rassemble les gens, plus on les incite à participer. Et puis ensuite, on dévoile tout ça au public. Là, c'est vraiment le moment où le projet est prêt à sortir, et on a besoin du public pour nous soutenir, pour être au cœur aussi de nos événements. Et parce qu'on ne fait rien sans eux. Et effectivement, on a le Ballet du Nord plutôt sur la danse. On essaye de travailler aussi avec les forces et les attributions de chacun pour leur spécialité, dans leur spécialité, qui apportent et qui vont un peu plus loin aussi. Et vous avez des artistes mexicains également qui viennent peut-être à la fois pour la danse, la musique, etc. Tout à fait. Il y aura des bandas de Oaxaca, les mariachis qu'on connaît tous. Il y aura Celso Piña, il y aura les Ukulele Boys,
Il y aura également plein de concerts toute l'après-midi et tout le soir. Il y aura des DJ sets également jusqu'à 1h du matin. Donc ça veut dire que faut déjà que vos artistes français apprennent, parce que j'imagine que ce sont les artistes mexicains qui connaissent évidemment le mieux leur culture. Donc encore une fois, il y a une coordination qui doit se faire entre les artistes. Eux, ils vous inspirent et c'est eux qui dirigent un peu tout ça également, ou comment c'est quoi le rapport que vous avez? C'est vraiment une fête inspirée des traditions mexicaines. Mais la plupart des participants sont français, oui, dans la parade. Il y a Art Poème, il y a le Tirlen, comme Alexandre disait, il y a le CCN avec des groupes amateurs. On reçoit énormément d'éléments du Mexique qui nous parviennent, des éléments des chars, même de la fête des morts, de etc. la décoration, de la scénographie. On a des compagnies aussi françaises de danse ou de spectacles de rue qui viendront agrémenter ce cortège en gros d'1,5 kilomètre qui part de l'île Fante d'ailleurs et qui se termine au quai du Vau. Donc c'est vraiment l'inspiration qui est mexicaine et la réalisation, le projet se fait avec de nombreux artistes ici qui s'en inspirent, dans les artistes français. Et justement, donc tout à l'heure, vous parliez de cette tradition un peu de la fête dehors, dans le Nord, etc. Ouais. Est-ce que vous, avec les chars, là, en plus, vous comptez les intégrer dans vos scénographies, plutôt à tendance mexicaine, du coup, ça change un peu de nos géants traditionnels. Est-ce que justement, vous vouliez apporter un petit peu, justement, une petite touche nordiste, une petite symbolique dans toute cette composition, peut-être, pour faire adhérer, ou en tout cas, faire passer le message au public nordiste? Je pense que c'est l'ambiance qui sera vraiment nordiste pour un événement comme ça, avec on attend, je sais pas, entre 150 et 200 000 personnes dans les rues. Les participants, c'est ça qui fait vraiment la richesse ici de nos événements, c'est cette ambiance particulière qu'on peut avoir dans les rues de Lille un soir de fête. Ouais. Et alors, comment vous avez un peu vendu votre projet à la mairie? Vous venez de dire que ça vous a pris 2 ans, déjà c'est énorme, puisque visiblement la mairie, en tout cas, vous soutient à la fois culturellement parlant, autant sur le projet, elle est visiblement à fond derrière vous, pardon, et autant financièrement également, il y a de gros investissements prévus pour la mise en place de ces projets. Comment vous leur avez vendu, en fait? Alors on ne vend rien entre guillemets puisqu'on est soutenu par la mairie, c'est un partenaire de longue date puisque l'île de 3000 est la continuité de l'île 2004, donc l'impulsion qui a fait naître la capitale européenne de la culture et c'est vrai qu'on a plusieurs financements publics, c'est la mairie, la métropole européenne de Lille et la région qui dès le début nous suivent et nous incitent aussi dans ces projets. On a un très bon lien avec eux, c'est un très bon partenaire, donc avec qui on construit, notamment dans des lieux qui appartiennent à la mairie, qui sont municipaux, comme la gare Saint-Sauveur, comme le Tripostal. Ouais. Donc c'est indispensable d'avoir un soutien comme une institution comme celle-ci pour monter un projet comme on fait, puisque sans eux, on n'est pas grand-chose, et puis on a besoin d'énormément travailler avec eux. Et ensuite, on a pas mal de fonds aussi privés qui nous viennent de nos partenaires mécènes et qui nous soutiennent aussi dans cette aventure. Oui, j'imagine que, en tout cas, vu les investissements que la mairie prévoit, elle espère peut-être une contrepartie, en tout cas touristique déjà, d'abord, j'imagine. Oui, c'est un gros enjeu territorial, de faire reconnaître l'île comme une ville festive, comme une ville de culture aussi, et qui peut attirer les gens de partout. Et quels sont les enjeux pour vous, pour l'île 3000, et surtout les objectifs de cette nouvelle saison? C'est une vaste question. On souhaite accueillir le plus de monde possible, que la culture soit accessible à tous. Beaucoup de nos expos sont gratuites, d'ailleurs. La thématique de l'Eldorado est tellement vaste que le sujet, forcément, va toucher son public. C'est une bonne réponse. Et justement, donc, parmi les musées, les thématiques, quelles sont? Alors, on ne va pas tous les faire parce qu'il y en a tellement, en tout cas, sur ces 6 mois. Quelles sont globalement les grandes thématiques du Mexique qu'on va pouvoir retrouver dans les expositions, les événements, etc. Il y a quelque chose au Mexique qui est très prégnant dans la culture actuelle, contemporaine.
c'est le lien avec les sociétés précolombiennes et aztèques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va énormément retrouver. Des sujets sur la lumière aussi, je pense à Betsabe Romero, c'est une artiste mexicaine qui sera présentée à la Vieille Bourse et qui installera qui est super connue et qui installera une quarantaine de miroirs soleil qui sont très présents aussi dans la culture. On a le sujet de la frontière avec évidemment, oui, en plein dans l'actualité, le Mexique et les États-Unis. Et vraiment, on essayera aussi de promouvoir cet artisanat qui est très présent aussi au Mexique, cet artisanat populaire, avec des alebreres qui sont ces petits objets qui sont fabriqués dès le plus jeune âge par les Mexicains en papier mâché ou en bois de copal, et qui seront présents rue Fédère, puisqu'on en aura des versions de 10 mètres de haut, 8 mètres de haut à peu près. C'est des animaux chimériques très colorés, comme dans le film Coco, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, qui est d'ailleurs très bien fait, qui retrace bien une partie de l'histoire du Mexique. Exactement, donc ça sera mis à l'honneur rue Fédère avec ces 10 installations-là. Ouais. Et vous avez hâte, j'imagine, même si le stress monte. Ça commence, ouais. Et bah donc, on vous retrouve le 27 avril prochain pour la parade d'ouverture qui, me semble-t-il, va être colorée, en tout cas, et animée dans festive, ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Et même nous, en tant que Lillois, on a hâte d'assister à cette parade. Le dernier centre social et culturel de Lille, situé au cœur du quartier Vauban-Esquermes, vient d'être baptisé Simone Veil jeudi dernier. Un nouvel hommage rendu à l'une des grandes figures féminines françaises disparues en 2017. Une symbolique forte qui vient contrer les récents actes de vandalisation dont elle a été victime. Nina Hatt et Thibaut Duquesne se sont rendus sur place en présence de la mairesse de Lille, Martine Aubry. Cette semaine, la rédaction s'est rendue à l'inauguration du nouveau centre socio-culturel du quartier Vauban-Esquermes. Nous avons donc demandé à son président, M. Karim Hadi, de nous en dire un peu plus sur ce nouveau nom. Ici, sur le quartier, on cherchait une personnalité qui pouvait marquer le lieu, puisqu'avant c'était une maison de quartier, maintenant c'est un centre social, pour qu'une certaine unanimité se fasse sur le nom. À l'époque, Simone Veil ressemblait vraiment à ce que l'on souhaitait mettre en place cet équipement. Pour l'occasion, la mairesse de la ville, Martine Aubry, était sur place pour inaugurer la plaque de ce nouveau lieu. Elle nous a également expliqué le choix de ce nom, loin d'avoir été choisi au hasard. Nous souhaitions que le nom de Simone Veil soit apporté à un centre social. Un centre social, c'est un lieu d'échange, de rencontre entre des enfants, des familles, des adultes, dans un quartier qui est extrêmement mixte, c'est-à-dire à la fois un quartier qu'on appelle bourgeois et un quartier qui a des parties populaires. Et donc ce centre social représentait bien les valeurs que Simone Veil a défendues d'ouverture, de fraternité et de courage, j'allais dire. Voilà, donc d'où l'idée de ce centre social. Elle n'a cessé, je dirais, de parler de tolérance, d'ouverture, de pardon et en même temps de se battre pour les droits. Des qualités certaines, tout à fait en accord avec les valeurs d'un centre socioculturel ouvert à tous. Mais Simone Veil était aussi connue pour son implication européenne. C'était une grande européenne. Elle a été la première femme présidente du Parlement européen. Une place d'honneur dans une époque profondément patriarcale, notamment sur le plan politique. Maryse Christen, conférencière, était sur place pour nous présenter Simone Veil et son rôle européen. Couple Veil, les deux sont profondément européens dès la fin de la guerre, parce qu'ils considèrent qu'il faut que l'Allemagne et la France se réconcilient, mais aussi les pays autour, l'Italie qui va d'un camp à l'autre, et les petits pays comme la Belgique qui sont sans arrêt envahis. Donc la base de leur pensée européenne, c'est cela. Bon, elle a souvent été critique vis-à-vis de l'Europe, mais elle a quand même été présidente du Parlement européen, et en tant que telle, elle a mené une action tant qu'elle a pu d'ouverture. Une inauguration haute en couleurs pour un centre socioculturel neuf au programme déjà chargé. Nous sommes toujours en direct de la journée transmédia des Master 1 et Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Et si vous nous rejoignez, eh bien Thibaut est sur notre plateau. Bonjour Thibaut. Bonjour Victoire. Pour nous débriefer votre reportage avec Nina sur le centre social et culturel Simone Veil. Alors justement, combien de personnes ont assisté à cette inauguration ? Alors près d'une centaine de personnes ont assisté à cette inauguration. Des élus du quartier Vauban étaient de la partie. Beaucoup d'enfants du centre socio-culturel, c'est un centre aéré le mercredi et chaque vacances scolaires. Ensuite, leurs parents, bien sûr, ils ne vont pas aller tout seuls
Évidemment, au centre social et culturel. Exactement, et aussi des forces de l'ordre ont également étaient également présents. Ouais, pour la sécurité peut-être de la mairesse. Justement, qui était invité parmi les élus, etc. Alors, les élus étaient des élus surtout du quartier Vauban, du quartier Vauban. Ensuite, il y avait son adjointe, l'attachée de presse Julie Cousin. Et c'est plutôt les enfants. Les enfants étaient conviés pour l'événement. Comment s'est déroulée globalement la cérémonie? Quelles étaient les étapes jusqu'à vraiment l'inauguration de la plaque marquée Centre social et culturel Simone Veil? Alors, nous sommes arrivés avec Nina au tout début, vers 16h30. L'attachée de presse de la ville, Julie Cousin, nous a accueillis cordialement. La population et les élus attendaient Martine Aubry. Dans la cour principale qui se situe devant la salle. Ouais, son arrivée devait être attendue. Exactement. Quand elle arrive vers 16h45, après les serrages de main et les bises, elle s'est dirigée sur la plaque Simone Veil pour dévoiler la plaque et applaudir cette grande dame. Ensuite, nous sommes dirigés sur l'étage supérieur pour le discours de la mairesse où son discours a duré pas mal... pendant 10 minutes, une petite dizaine de minutes, avec le président du centre, on a vu dans le reportage. Le tout suivi d'un buffet et d'un cocktail à consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. Puis c'était au tour de la conférencière de parler de la vie de Simone Veil et de son époux Antoine, qui sont au Panthéon maintenant. Et cette soirée s'est finie vers 19h30. Ça a duré quand même un bon moment et en tout cas c'est un bel hommage rendu, comme on l'a dit, à une femme disparue récemment et qui est en plein cœur de l'actualité. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ces précisions. On vous retrouve justement tout à l'heure, dans quelques instants, là, avec Nina, pour nous faire découvrir les coulisses de cette journée. Et juste une petite précision, parce que vous nous avez juste parlé des enfants, etc. Ça sert à quoi un centre social et culturel? On y fait quoi, en fait? Alors, c'est important de préciser. Ce centre socio-culturel Simone Veil, qui est implanté au cœur de Vauban, propose plusieurs activités, vous l'avez dit, pour les enfants, mais aussi pour les adultes et les seniors. Plusieurs activités, projets et... je perds mes mots. Activités et projets, et surtout des plans, sont proposés à chaque adulte, chaque semaine, et pour éviter leur vie... monotone ou pour diversifier leur vie. Donc c'est à usage multiple en tout cas, donc c'est encore plus symbolique en tout cas de rendre cet hommage à Simone Veil. Merci beaucoup Thibaut. Merci beaucoup. Retour sur les nombreux mouvements sociaux de ces dernières semaines. Entre les gilets jaunes et les manifestations pour le climat, les Français n'ont pas fini de descendre dans la rue. Mais ces mouvements peuvent-ils converger, comme ça a été le cas à Lille il y a 2 semaines? Direction la radio pour en débattre avec Clara, Com et Oscar. Alors aujourd'hui, les mouvements sociaux et ou de revendication ne sont plus axés sur un seul problème. Chez les Gilets jaunes, on a pu voir des femmes devenir des Marianne pour revendiquer l'inégalité entre les hommes et les femmes, ou encore des gens militer en même temps pour l'écologie et la préservation de notre environnement. Il en est de même pour les combats animaliers, lorsque par exemple certains demandent plus de respect dans les abattoirs, de façon à mieux consommer la viande et faire émerger dans la tête des Français que les animaux sont aussi des êtres sensibles. Alors les mouvements de revendication ne se cantonnent donc plus à un seul sujet, mais donc à plusieurs. Alors moi ma question, est-ce que vous pensez que c'est positif de façon à toucher le plus de monde possible, ou bien ce sont juste devenus des mouvements fourre-tout dont on ne comprend plus vraiment le combat? Oscar, un avis peut-être? Je pense que globalement ça permet de réunir différentes causes qui, indépendamment, quand elles sont dispersées entre elles et pas en commun, elles perdent de leur poids et de leur influence par la suite. Donc il y a toujours quelque chose de positif de voir différentes causes, aussi nombreuses soient-elles, s'imbriquer entre elles pour en arriver à un objectif
Cobain. Et toi, comme un avis peut-être? Moi, je trouve que ça existe depuis des années, hein, la convergence des luttes. Hein. La première, on peut remonter jusqu'en 1917 et la révolution bolchevique. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait plus qui manifeste et pourquoi on manifeste avec toutes ces revendications qui sont tout le temps un peu mises dans le même panier, un peu un fourre-tout. Mais cela reste quand même un moyen efficace de faire plier le gouvernement. On n'a qu'à prendre des exemples récents, mai 68, le CPE ou autre. Donc c'est assez mitigé comme... C'est vrai que c'est quelque chose un peu à double tranchant. Dans un sens, on a le côté positif où on rassemble le plus de monde possible, plus de messages sont véhiculés. Et d'un autre côté, il y a tellement de messages justement qui sont portés et diffusés que les gens s'y perdent et on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on se situe. Moi, j'ai vu pas mal de gens ou d'articles, notamment dire que certains gilets jaunes, on ne comprenait plus le pourquoi du comment. On est quand même parti initialement, au tout départ, c'était juste l'augmentation de l'essence. Et ensuite, on est parti sur complètement tout le pouvoir d'achat des Français. On a quand même, nous, réussi à s'y retrouver, mais est-ce que c'est pas complètement, parfois, beaucoup trop difficile de comprendre quel problème est là, où est-ce à qui on s'adresse? Vous y retrouvez, vous? Pour en revenir sur les Gilets jaunes, c'est vrai qu'au début, forcément, c'est parti d'une revendication précise. Et puis finalement, on s'est rendu compte que la colère était bien plus importante que cela. Et forcément, les différentes causes se sont imbriquées. On n'a pas les pouvoirs d'achat, on a parlé écologie à partir d'un moment. Donc c'est là, pour le coup, c'est un vrai exemple d'actualité qui nous montre... Après, c'est vrai qu'on peut entendre parfois dans la rue ou en famille des commentaires du genre c'est vrai qu'on ne s'y retrouve plus trop parce qu'au début... Au début, ça partait d'une chose, et puis finalement, on est allé sur une vingtaine de propositions ou autres, et des fois, il faut une clarification. Concrètement, c'est difficile de s'y retrouver quand même. Au départ, on part donc, comme tu le disais, Clara, d'une taxe sur le carburant qui était amené à financer la transition écologique. Donc on a les Gilets jaunes qui manifestent pour ça au début, et ensuite on les retrouve 3 mois après à manifester avec la marche pour le climat, qui est quand même peut-être la figure de proue de cette transition écologique. Donc c'est vrai qu'on ne s'y retrouve plus trop dans toutes ces manifestations et ces revendications qui parfois s'opposent même presque. Ouais. En fait, donc il y a un peu un paradoxe sur la convergence des mouvements, dans un sens où oui, c'est bien... c'est positif, ça touche le plus de monde possible, on véhicule le plus de messages possible et les gens comprennent un peu le souci. Et d'un côté, il y en a, ils sont là, on comprend plus où, quoi, comment, qui dit quoi et quel est le message. Il y a un peu une double signification, j'ai pas le mot exact. Mais avec toujours le même objectif, c'est de faire plier les gouvernants qui en fait ont le pouvoir de décision. Et forcément, si ça vient d'un côté, ça vient d'un autre, ils sont un peu retranchés et puis... Les solutions classiques sont beaucoup moins propices à être mises en œuvre. Et on en arrive à ce stade-là, du coup. Ça doit même être difficile pour les gouvernements qui se retrouvent à avoir plusieurs problèmes à régler en même temps. Et ils savent très bien. En France, exactement. Et ils trouvent que dès qu'ils trouvent une solution à un problème, la crise continue parce que tous les problèmes n'ont pas été réglés. Et c'est un peu un cercle vicieux qui peut-être nous entraîne vers le bas. On ne sait pas. Eh bien, merci beaucoup, les garçons, pour vos avis et ce super débat. Alors, tout de suite, on repart en coulisses avec Thibaut et Nina. Vous êtes au desk, me semble-t-il. Que se passe-t-il ? Exactement, vous nous rejoignez pour la deuxième partie des coulisses de Transmédia. Donc là, on arrive devant le desk, qui est la salle de travail des Masters 1 et 2 de journalisme, où la quasi-totalité des élèves sont en train de préparer le reste de la journée Transmédia. Donc Thibaut, tu peux voir à peu près l'ensemble des personnes qui travaillent. Et on va aller voir un de nos groupes qui passe bientôt, très bientôt. Bonjour Élise. Salut Nina. Alors, quel est ton reportage aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous allez faire en Transmédia ? Quand est-ce que vous passez ? Eh ben, nous avions un reportage qui était prévu, sauf que nous venons de voir qu'il était plus sur notre carte SD. Donc, les petits aléas à 3 heures du passage. Donc, on avait prévu de parler du zéro déchet. On était allé filmer dans un magasin, dans une épicerie zéro déchet, et dans un restaurant qui pèse au poids pour limiter le gaspillage. On n'a plus rien. Donc, on essaie de trouver une solution. On s'adapte pour trouver une solution. Très bien, donc les aléas d'une journée Transmédia. Et pour l'instant, c'est quoi votre solution, votre plan de secours ? On est en train de réfléchir à faire peut-être plus de radio ou alors de filmer vite quelque chose en 2 heures, mais ça nous paraît compliqué. Donc voilà, on prend les idées s'il y en a qui en ont. Très bien, on va peut-être aller voir un groupe qui marche. Ivoire, comment tu t'en sors pour ta petite journée Transmédia ? T'en es où ? On s'en sort très bien, nous. On a un groupe de 5 et là, comme vous voyez, je suis en train de suivre. Voilà, donc comme ça, tu peux te voir et on s'en sort très bien. Nous, on a prévu, on a 4 reportages. On va parler escalade, on va parler bien-être, on va parler antispéciste et le dernier, je sais plus, mais on verra. Voilà. Très bien, et c'est quoi votre heure de passage ? On passe de 14h à 15h. Soyez là. On sera là pour vous voir.
Et c'est la fin, on peut redonner l'antenne au plateau télé. Radio. Oh, Merci. Merci à vous deux et courage à tous les collègues qui continuent à travailler assidûment pour leurs émissions tout à l'heure. Alors, dans pile 2 mois, ont lieu les élections européennes en France. Les Français donc, vont devoir voter pour élire les 79 députés représentant leur pays au Parlement européen. Alors, cette année, les circonscriptions régionales ont été supprimées et les listes nationales sont rétablies. Pour y voir plus clair, on va écouter Oscar qui va nous décrypter un peu tout cela. Exactement, Clara. À moins de 2 mois du scrutin, l'heure est aux dernières tractations pour les partis politiques français. Et la tendance du renouvellement dans la classe politique se dégage. Mais seul le jeune parti présidentiel échappe à cette analyse. En désignant ce mardi Nathalie Loiseau, 54 ans, tête de la liste baptisée Renaissance, La République En Marche accorde sa confiance à une diplomate chevronnée, connaissante des rouages européens. L'ancienne protégée d'Alain Juppé avait annoncé en direct à la télévision, à la fin d'un débat tendu avec Marine Le Pen le 14 mars, sa candidature pour mener la liste LREM aux européennes. Une intervention qui à l'époque avait surpris au sein même de la majorité. Dans l'opposition, les critiques commencent déjà à fuser quant au profil de Nathalie Loiseau. Ici, la sénatrice apparentée socialiste du Val-de-Marne, Sophie Théier-Polian. Mais je crois que Nathalie Loiseau, elle incarne parfaitement le pouvoir technocratique que nous avons en face de nous, assez autiste. Elle incarne aussi l'échec d'Emmanuel Macron dans ses tentatives de donner une nouvelle ère à l'Europe, puisque c'est elle qui est ministre actuellement des Affaires européennes. Puis elle incarne aussi une vision de l'Europe qui n'est pas une vision d'une Europe humaniste, d'une Europe à l'écoute de ce qui se passe au niveau international. Démissionnaire de son poste de ministre délégué aux Affaires européennes qu'elle occupait depuis 2017, Nathalie Loiseau pourrait être remplacée Quai d'Orsay par Clément Beaune, lui-même conseiller de l'Europe à l'Élysée. Dans la liste conduite par La République En Marche, elle formera un tandem avec Pascal Canfin. Jusqu'alors directeur général de la section française du WWF, le Fonds mondial pour la nature, il avait refusé d'entrer au gouvernement l'été dernier et exclu sa candidature pour les européennes en novembre. Un marche arrière jugé incompréhensible par la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, qui peut voir d'un mauvais œil ce verdissement de la liste du parti majoritaire. Hier après-midi, 28 autres des 79 candidats de cette liste ont été dévoilés, dans une prise en compte globale de la parité, de la société civile, de la répartition territoriale, ainsi que des multiples accords avec le MoDem, le mouvement de centre-droit Agir et les radicaux. Le premier grand meeting de campagne du parti présidentiel aura lieu samedi à Aubervilliers, en banlieue parisienne. Et d'après les derniers sondages, la liste de la majorité présidentielle demeure au coude à coude avec le Rassemblement national. Exactement, une étude Harris interactive dévoilée dimanche dernier place en effet les deux partis avec respectivement 23 et 22% des voix. Loin derrière, les Républicains figurent toujours en 3e position avec 13% d'intention de vote, devant la France insoumise, créditée de 8%. La progression la plus notable est à mettre à l'actif de la liste conduite par Raphaël Glucksmann avec le soutien du Parti socialiste. Elle gagne 2 points par rapport à l'enquête du 10 mars, réalisée avant la désignation de l'essayiste et fondateur du mouvement Place Publique, pour passer à 7% des intentions de vote, à égalité avec les écologistes conduits par Yannick Jadot. Un effritement des voix à gauche que déplore le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Je dis que la porte, elle reste ouverte aux uns et aux autres jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si, à un moment donné, pris par le remords ou par la raison, ce qui serait mieux, Benoît Hamon, Yannick Jadot voulaient effectivement à nouveau composer une liste commune. J'y serais prêt et sans préalable. Parce que c'est la seule façon d'être à nouveau crédible. La politique, ça ne peut pas être simplement la querelle des égos. Le Parti socialiste a donc décidé de s'effacer derrière un candidat de la société civile. À un degré différent, la liste de la France insoumise est conduite par Manon Aubry, issue du monde associatif et âgée de 29 ans. À l'opposé de l'échiquier politique, c'est Joanne Bardella, 23 ans, qui mène la liste du Rassemblement national. Oui, l'heure est bien au rajeunissement à l'occasion de ces élections européennes. Une échéance politique qui arrive donc à grands pas. Merci Oscar. Depuis plusieurs semaines, les étudiants se mobilisent pour le climat et l'écologie. Les marches pour le climat rassemblent de plus en plus d'adhérents, surtout à Lille. En dehors des manifestations, les initiatives se multiplient dans la région. Clara Lefebvre-Manon et Victoire de Meulenard se sont rendues à l'une d'entre elles. 67 kilos de déchets ont été ramassés en 1 heure par les étudiants lors de la Clean Walk du jeudi 21 mars. Un événement participatif organisé par le Conseil lillois de la jeunesse, les associations étudiantes Earth, Le Caribou et Les Pieds sur Terre. Dans le cadre de leur politique de propreté,
Une cinquantaine d'étudiants se sont donné rendez-vous à la Citadelle pour rassembler les détritus de la ville. Le principe, c'est qu'on réunit des gens volontaires pour nettoyer la ville de ces déchets qu'il y a par terre, donc en courant, en ramassant des déchets, en même temps dans les sacs poubelles. On trouve que c'est bien aussi que les gens voient les petites actions qui sont faisables. Les manifester pour le climat, c'est très bien, mais il faut voir aussi les choses qu'on peut faire de nous-mêmes pour faire en sorte que la Terre aille mieux, qu'on vive aussi dans un meilleur environnement. C'est comme ça, à force de petites actions répétées, qu'on changerait les mentalités, je pense. La capitale des Flandres est connue pour ses pics de pollution à répétition depuis ces derniers mois. Bon nombre d'habitants se plaignent de la saleté de la ville, tas d'ordures ménagères dans les rues passantes ou odeurs nauséabondes. Malgré les politiques mises en place par la mairie, les sanctions ne semblent pas freiner les actes d'incivilité. Je trouve qu'en ce moment, depuis toujours peut-être, mais moi je le remarque plus maintenant, qu'il y a beaucoup d'incivilité, notamment sur la route, les personnes qui jettent leurs affaires par la fenêtre alors qu'on a des panneaux, ça fait au moins 10 ans, c'est écrit « Arrêtez de jeter vos affaires par la fenêtre ». On agit en même temps que de protester. Pour dynamiser sa politique verte, la ville de Lille a officiellement déposé son dossier de candidature au prix de Capitale verte européenne pour 2021 auprès de la Commission européenne en octobre 2018. Cette distinction doit récompenser les politiques locales en faveur de l'environnement et du développement durable. Ici au parc JB Le Bas, juste en face de Porte de Paris, on a 2 bennes. Donc une benne qui sera pour les déchets recyclables et une benne pour les non recyclables. Continuer à travailler dans les rues comme on le fait en faisant des clean walks, en sensibilisant les passants. On fait un appel aux politiques de la ville en leur disant écoutez, il faut prendre ça en charge parce que nous on le fait, c'est à votre tour maintenant. En fait c'est le même problème partout, pas que sur l'île, c'est les mégots et le plastique, c'est ce qui revient constamment. Le Conseil lillois de la jeunesse porte différents projets auprès des politiques pour toujours plus sensibiliser aux enjeux environnementaux à l'échelle locale. J'ai trouvé que c'était vachement bien parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, etc. Et je me suis rendu compte que même si je trie mes déchets, etc., je fais pas énormément plus. Et je me suis dit que pour une fois, ce serait bien de faire un peu plus et de nettoyer les rues. Et en plus, il fait beau, donc si c'était à refaire, franchement, je le referais. Oui. Autre que les étudiants, le Conseil régional a lui aussi organisé son opération Hauts-de-France propre le week-end dernier. L'année dernière, 50 000 Lillois bénévoles se sont rassemblés pour collecter plus de 1300 tonnes de déchets partout dans la ville. Clara m'a rejoint sur le plateau pour parler un petit peu plus précisément de ce sujet. Bonjour Clara. Bonjour Victoire. Alors on l'a vu dans le reportage, c'est une initiative surtout, principalement en tout cas étudiante. Oui. Est-ce que d'autres associations ou collectifs plus généralistes, on va dire entre guillemets, mènent des actions similaires? Alors en soi, oui et non, on va dire pas vraiment. Alors déjà, il y a l'association qui est pour la journée mondiale du nettoyage de la planète, donc le Clean World Day. Donc ça, c'est une association qui est dans le monde en fait, et il y en a une aussi à Lille. Et donc on peut voir quand même plus d'initiatives voir le jour aujourd'hui. On peut citer notamment celle qui est mise en place par les Hauts-de-France, qui a été faite pour la 3e année consécutive cette année. La chasse aux déchets qui est ouverte à tous les citoyens de la région. Ouais. Et donc l'année dernière, c'est 50 000 bénévoles en effet qui se sont déplacés et qui ont nettoyé la région. Donc on peut qu'espérer que d'autres associations ou d'autres initiatives comme cela voient le jour. En tout cas, ça se multiplie. Il y a peut-être l'influence justement des mouvements en ce moment pour le climat qui joue. Je pense. On l'a rappelé dans le reportage, Lille est vue généralement comme une ville plutôt sale. Qu'est-ce qu'on peut faire ou instaurer pour contrer un peu cette réputation et améliorer l'état de la ville? Alors en effet, Lille, c'est pas une ville très propre. En fonction des quartiers, surtout les quartiers un peu plus aisés vont être plus nettoyés que d'autres. Alors déjà, il y a un cruel manque de poubelles et de cendriers. Autant les personnes d'associations nous l'ont dit, comme des gens qui ont participé ou même nous, on peut s'en rendre compte. Donc peut-être mettre plus de poubelles, plus de cendriers dans les rues avancerait le souci, éviterait toute cette pollution. Et puis quelque chose qui pourrait être bien aussi, c'est peut-être d'éduquer les enfants à l'école en leur expliquant le tri sélectif ou les mauvais comportements à ne pas adopter, parce qu'au plus tôt on commence et au mieux ce sera pour la suite. Ouais, donc c'est des petites actions, en tout cas des petites installations qui peuvent influer dessus. Surtout au final, oui. Et quelles autres actions sont organisées par ces associations étudiantes qu'on a vues dans le reportage? Alors le CLJ, donc le Conseil lillois pour la jeunesse, c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans. Alors c'est une instance très active avec les élus, les grands monsieur de la ville. Donc ils montent des projets, plein de choses comme ceci. Ils organisent aussi diverses actions comme la Clean Walk, ça peut être des apéros autour de différents sujets d'actualité, enfin, plein de choses sont organisées. Et les associations Caribou, Earth et Les Pieds sur Terre qui étaient aussi présentes pour cette Clean Walk, c'est des associations étudiantes plus de fac. Donc eux, ils agissent dans leur domaine de faculté
et ou pour leurs étudiants dans leur université. Ouais, donc celle de Lille 2 et de la Cato. Tous font des actions diverses et variées pour l'association. L'objectif est toujours de sensibiliser. Exactement. Merci beaucoup Clara pour ces précisions. Dernier passage du côté des coulisses avec Thibaut et Nina. L'équipe suivante est-elle prête? Comment se sent-elle là? Je ne suis pas sûre que l'équipe soit totalement prête, mais pour notre dernière partie des coulisses de ce Transmédia de 10 à 11, je vous invite à me suivre pour aller dans la régie du Media Lab, en présence de Laurent, de Tim et de David Frémy qui vient de partir de la salle. Et vous pouvez voir derrière moi le plateau où se passe notre direct avec Clara qui vient d'en sortir. Laurent, est-ce que tu as 3 minutes à nous accorder pour... Non, pas du tout. Alors on va aller embêter Monsieur Frémy, David Frémy, professeur des Master 1 journalisme. Monsieur Frémy, vous êtes là, voilà, à Inception. Alors comment ça se passe la régie du Media Lab? Qu'est-ce que vous y faites? J'appuie sur les boutons. Alors là, par exemple, je vais appuyer là, hop, on me voit plus. Vous voyez? Et là, hop, on me voit, hop, on me voit pas. Incroyable. Hop, on me voit, hop, on me voit pas. Hop, on me voit. Très bien. On a besoin de combien de personnes pour faire fonctionner un Media Lab pendant un direct? Là, on me voit un petit peu. Là, on me voit, hop, là, on me voit plus. Là, hop, on me voit un petit peu, hop, on me voit plus. Et hop, vous voyez? Comme vous voyez, on s'amuse très très bien en régie Media Lab, donc c'est comme ça absolument tous les jours. Monsieur Frémy qui nous met un peu d'ambiance. Vous avez besoin d'être combien de personnes pour faire fonctionner la régie? Ça dépend des personnes. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc nous, on est peu. Ok, donc c'était encore une réflexion très philosophique de la part de David Frémy. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors sur le plateau du Media Lab? Il se passe que je suis en train de m'observer de profil et c'est assez curieux comme expérience. Et je me rends compte que je fais beaucoup plus vieux que je ne le pensais. Voilà. Et je pense que tout le public peut confirmer cette dernière déclaration. C'était notre dernière intervention avec Thibaut en caméra volante pour le Transmédia d'aujourd'hui. Tout de suite, on repart en radio avec Com et Clara. C'est une victoire en demi-teinte pour Donald Trump. Je vais vous remettre dans le contexte. Dimanche dernier, le procureur Robert Mueller a conclu à l'issue de 2 ans d'enquête que les soupçons d'entente entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie étaient pour l'heure infondés. Les conclusions de ce rapport, rendues publiques par le ministre de la Justice Bill Barr, constituent une incontestable victoire pour le président américain qui répétait depuis des mois que ces accusations étaient infondées. Cette annonce éclaircit également considérablement l'horizon du président républicain dans la perspective de l'élection 2020 à laquelle il a déjà annoncé être candidat. Dès que cette nouvelle a été rendue publique, le camp républicain n'a pas manqué de réagir sur Twitter. Le procureur spécial n'a trouvé aucune collusion ni obstruction, a tweeté Sarah Sanders, la porte-parole de l'exécutif, des propos également utilisés par le pensionnaire de la Maison-Blanche. Pas de collusion, pas d'obstruction, disculpation complète et totale, gardons sa grandeur à l'Amérique, a ainsi écrit Donald Trump sur les réseaux sociaux, avant de qualifier dans la foulée l'enquête russe d'entreprise de démolition illégale qui a échoué. Honnêtement, c'est une honte que votre président ait eu à subir cela, qui a commencé avant même que j'ai été élu, a-t-il ensuite déclaré avant de quitter la Floride à bord d'Air Force One. Pourtant, le président américain ferait bien de se méfier, car le rapport rédigé par Robert Mueller n'a pas livré de conclusion définitive sur une éventuelle entrave de la justice de la part de Donald Trump. Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus, a-t-il écrit, cité par le ministre de la Justice. De plus, le rapport stipule bien que la Russie a bien essayé de peser sur l'élection américaine pour favoriser la victoire de Donald Trump en piratant la boîte mail d'Hillary Clinton et en diffusant des fake news visant à déstabiliser la candidate démocrate. Mais cela n'implique pas M. Trump. En revanche, ce dernier est encore impliqué dans d'autres affaires toujours en cours et certaines sont très embarrassantes, notamment celle concernant l'achat du silence de 2 femmes qui assurent avoir entretenu une relation extra-conjugale avec lui par le passé. Ces transactions, effectuées juste avant l'élection, constituent potentiellement des infractions aux règles sur le financement de campagne. Mais le président ne peut être poursuivi pour son mandat pour ce type de délit. Finalement, les conclusions de ce rapport permettent à Donald Trump de garder la tête hors de l'eau, mais pour combien de temps encore, sachant que l'élection présidentielle de 2020 arrive à grands pas. Américaine à suivre d'ici encore ces prochaines semaines. Nouvelle invitée sur notre plateau, Charlotte, bienvenue sur le plateau du Media Lab. Merci Victoire. À l'occasion de cette journée Transmédia, Charlotte, vous êtes en Master 2 Histoire Journalisme, vous faites donc partie de notre grande équipe et vous êtes en pleine préparation puisque vous allez réaliser la prochaine heure de diffusion. Quel sentiment vous avez là un petit peu au sein de l'équipe à quelques minutes du coup du direct ?
Pour le moment, ça va. Je suis avec une équipe, je pense qu'on bosse bien. Les filles sont très organisées, donc pour le moment, c'est bien passé. Là, on a fait les derniers petits réglages de dernière minute. Donc on a fini de faire nos pipes, par exemple, de mettre dans l'ordre nos reportages. On a mis à jour, vu avec tout le monde, pour les déplacements, parce qu'on sait que c'est un peu compliqué. Il faut être sur le qui-vive. Donc non, ça va. Tout le monde est prêt. Donc pas trop de stress pour l'instant. Pour le moment, ça va. Comment justement vous avez un petit peu préparé ou organisé cette journée? Parce que vous venez de le dire, c'est une sacrée organisation quand même. Oui, déjà, on s'est consulté au niveau des reportages, déjà pour la partie télé. Donc, je sais que les filles ont eu des idées très rapidement, donc il n'y a pas eu de souci. Avec Pauline, on a eu des petits problèmes parce qu'on devait assister à une manifestation qui, en fait, n'a jamais eu lieu. Donc, on a été pris au dépourvu. Les aléas, oui. Voilà, les aléas parfois du métier. Mais bon, on a réussi à rebondir, on a réussi à retrouver quelque chose lundi dernier. Donc, on a pu aller tourner et donc, on a pu monter tranquillement et ça s'est bien passé au final. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Est-ce que vous avez une thématique précise au cours de votre heure, ou en tout cas, sans trop spoiler ce qui va se passer, une aperçu du contenu, on est un peu curieux. Alors, en aperçu du contenu, en reportage télé, c'est plus de l'actu. Et en reportage radio, on est sur pas mal de culture, un petit peu de décryptage d'actualité, mais c'est beaucoup de culture avec des chroniques sans spoiler, sur quelques expositions et des événements lillois. Donc ouais, actualité, culture, un peu comme nous au final. Un petit peu, oui, voilà, on essaie de balancer entre culture et actu. Pour satisfaire un petit peu tout le monde. Donc je l'ai dit, vous êtes en Master 2, du coup d'ici quelques semaines, pour vous, c'est la fin, en tout cas de la formation. Oui. Qu'est-ce que vous retiendrez justement de cette formation au bout de 2 ans? C'est le moment de réflexion, là, 2 semaines de la fin. Ouais. Ça, oui. Bon, pour le bilan de fin d'année, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que l'avantage, c'est qu'on a été formé sur beaucoup de domaines. Je sais que moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse, c'est la presse écrite. Mais voilà, on est amené à faire de la télé, à faire de la radio. On a fait un peu de photos aussi en premier semestre. Donc non, on va dire que c'était très intéressant parce qu'on a pu faire beaucoup de choses. On ne s'est pas arrêté juste à on ne s'est pas arrêté seulement à nos attentes, on a pu aller un peu plus loin dans le métier et découvrir beaucoup de facettes. Et c'était très intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le master, c'était le côté professionnel, vraiment. On a pu commencer, au contraire de certaines personnes que je connais, qui font des masters plus de recherche, qui sont très académiques. Et nous, on a pu contrebalancer avec un truc un peu plus professionnel. Donc je pense que pour une meilleure insertion derrière dans le monde du travail. Vous sentez prête à ce niveau-là pour attaquer derrière la suite? Il va falloir. Si vous aviez justement un petit message ou un petit conseil à donner aux Master 1 qui vont nous remplacer l'année prochaine, c'est le moment nostalgie. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'y aller à fond et puis de faire attention à leur stage aussi, parce que mine de rien, de pas trop le faire à l'arrache. Je sais que on l'a tous fait parfois, les recherches un peu tardives, mais de bien préparer la suite et puis de profiter à fond du master parce que c'est les dernières années d'études et se concentrer sur le travail, mais pas oublier qu'il faut aussi se détendre et puis voilà. Et justement pour vous, c'est quoi la suite? Pour la suite, en tout cas, ce qu'on espère. Oui, ce qu'on espère, on espère du travail tout simplement. Et je vais voir à la suite de mon stage, je fais un stage à Ouest France, donc je vais voir un petit peu s'il y a possibilité d'une embauche derrière, et sinon je vais continuer à chercher dans la presse écrite tout simplement. Donc plus presse écrite. En tout cas, visiblement dans notre formation, il y a plusieurs tendances. Il y a radio, vraiment télé et presse écrite. Il y en a pour tout le monde. Eh bien, on vous retrouve dans quelques minutes, j'ai envie de dire. Prêt, au taquet, prêt pour une nouvelle heure d'antenne. Du coup, on vous retrouve de 11h à midi en direct. Et vous, Charlotte, vous vous occuperez principalement de la radio. Exactement. Et Pauline sera à ma place. Voilà. Du coup, pique votre place pour la fin. Très bien. On a hâte en tout cas de vous écouter et de vous regarder. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette toute première heure de la journée Transmédia en collaboration avec les Master 1 et Master 2 en journalisme de l'Université catholique de Lille. Je viens de vous le rappeler, nous sommes en direct pendant 6 heures encore, des chroniques, des reportages, etc. Toutes les équipes sont prêtes et nous, on se retrouve très vite sur la page Facebook du Media Lab et en direct sur Radio UC Lille.